Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui continue la série de vidéos d'ailleurs que je vais peut-être mettre en playlist indépendante sur certaines spécificités, particularités culturelles, politiques, sociologiques des États-Unis. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est parfois souvent ignoré d'ailleurs de la plupart des Français et la raison pour laquelle des fois sur certains événements qui sont relatés par vos médias, il est difficile de comprendre pourquoi. Et plus particulièrement, si vous vous souvenez des problèmes qu'il y a eu, des affaires qu'il y a eu avec le mariage homosexuel et plus récemment avec le droit à l'avortement qui a fait paniquer certains politiciens français pour les pousser à vouloir absolument faire entrer dans la Constitution le droit à l'avortement. Comme quoi, les événements américains, parfois, finissent par quand même influencer la vie politique française. Je vais vous parler de comment fonctionne la justice et les lois américaines. Alors, petit rappel, très succinct, très simple. Les États-Unis d'Amérique, c'est un système fédéral. C'est-à-dire un système fédéral avec une administration élue par le biais d'un président tous les 4 ans et un système législatif qui fonctionne avec, comme en France, un parlement, c'est-à-dire la Chambre des représentants dans laquelle se trouvent des représentants des États, et le Sénat qui lui aussi possède des sénateurs qui sont des sénateurs représentants des États. Chambre des représentants, j'ai dit représentants des États, mais c'est des représentants de circonscription, un peu comme en France si vous voulez. Et donc ce Parlement, comme en France, on propose des lois, on propose des décrets, on propose des textes qui sont soumis aux 2 chambres. Là récemment, je vous ai parlé d'une proposition de l'administration Biden, d'un package d'aide financière à l'Ukraine qui a été voté par la Chambre des représentants et qui doit passer entre les mains du Sénat. Là, normalement, ça doit passer puisque la Chambre des représentants à majorité républicaine, le Sénat, lui, par contre, est à majorité démocrate, par un siège de différence, un siège en plus, puisque c'est finalement le siège de la présidente du Sénat, Kamala Harris, vice-présidente, puisque vice-présidente est de facto présidente du Sénat. Donc c'est pour ça que cette loi va passer finger in the nose. Mais la particularité des États-Unis, les États-Unis, c'est comme son nom l'indique, un ensemble d'États unis par un texte qu'on appelle le Bill ou le texte de l'Union. Ce texte de l'Union donne un certain nombre de principes, un certain nombre de règles de fonctionnement à la fois du système fédéral, mais aussi des États au sein de l'Union. Et les prérogatives, elles sont simples. L'État fédéral gère les intérêts du pays, mais chaque État est en autonomie législative de prendre comme acquis les lois fédérales ou de créer ses propres lois. C'est-à-dire que chaque État possède alors l'équivalent d'un président qu'on appelle un gouverneur, possède son propre parlement et possède même sa propre Cour suprême. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez la Cour suprême fédérale et en dessous, vous avez 50 cours suprêmes, 50 parlements et 50 gouverneurs. Et c'est pour ça que souvent sur les plateaux de télé, des gens qui parlent que oui, l'Union européenne, on veut faire les États-Unis européens, c'est une mauvaise comparaison. Pourquoi ? Parce que l'ambition ou l'intention européenne
Je vous rappelle, actuellement vous avez en cours un travail sur un projet de révision des traités européens qui devrait normalement transformer ou donner plus de pouvoir à la Commission européenne et au Parlement sur l'ensemble des États. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire une entité ou un État souverain européen qui s'affichera au-dessus des États-nations, des États souverains, membres de l'Union européenne. Alors il y aura une suprématie dans des domaines économiques, sociaux, écologiques, etc. Chaque État aura encore la possibilité de pouvoir voter ses propres lois dans certains domaines, mais si des décrets, si des lois sont votées par l'Union européenne, elles s'appliqueront de facto sur l'ensemble des États membres. Alors c'est un peu dangereux parce que, vu l'idéologie qui circule actuellement dans l'Union européenne, c'est-à-dire que là où déjà la Commission européenne a réussi à virer certains médias de l'Union européenne, l'ensemble des États actuellement ont pris pour acquis alors je pense à RT par exemple, Russia Today, d'interdire Russia Today sur leur zone, leur réseau de diffusion télévisuelle, mais ils n'ont pas cette obligation de le faire. Ils peuvent très bien, chaque État peut très bien dire oui, mais nous décidons de laisser Russia Today continuer à diffuser. Actuellement, elle est constatée que finalement, il y a une certaine complaisance quand même des administrations, des gouvernements, des pays membres de l'Union européenne à appliquer rubis sur l'ongle les décrets de l'Union européenne. Sachant que même si on a encore la souveraineté de ne pas appliquer les décrets, l'Union européenne a des leviers pour dire « Ah, vous ne voulez pas appliquer le décret ? Certes, vous avez le droit de ne pas l'appliquer, mais nous, dans ce cas-là, on va vous casser les couilles, on va vous faire chier, on va vous tacler sur autre chose. » C'est assez dictatorial quand même, c'est assez autoritaire, c'est assez totalitaire comme système. Alors qu'aux États-Unis, alors je vais vous prendre l'exemple, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du mariage homosexuel qui avait été voté et confirmé par la Cour suprême fédérale sous le deuxième mandat, je crois, d'Obama. Le mariage homosexuel, il y a une loi qui reconnaît le mariage homosexuel à l'échelle de l'État fédéral, donc à l'échelle des États-Unis d'Amérique. Mais cette loi ne déroge pas ou ne remplace pas ou ne s'impose pas aux États qui ont déjà des textes ou des lois qui interdisent le mariage homosexuel ou qui ne reconnaissent pas le mariage homosexuel. Ce qui fait que il y a quelques années, souvenez-vous de cet exemple de ce couple homosexuel qui était marié sous le régime californien et qui, pour des raisons X, s'était déplacé. Alors je crois que c'était dans le Dakota du Sud ou Dakota du Nord, je ne sais plus, ou moi que c'était l'Idaho, je ne sais plus. Mais c'était un État conservateur qui ne reconnaît pas le mariage homosexuel. Vous comprenez toutes les conséquences que ça implique. C'est-à-dire que toutes les démarches administratives, tout ce qui découle, par exemple, ne serait-ce que déjà au niveau des assurances, même au niveau des couvertures sociales. Là où, en Californie, les couvertures sociales fonctionnaient en tant que couple marié, dans le Dakota, ça ne marche plus. Ils peuvent vivre ensemble, mais ils n'ont pas de statut marital officiel, qui n'est pas reconnu. Il n'est reconnu qu'en Californie. Alors évidemment, ils ont essayé de faire jouer la loi fédérale sur la reconnaissance du mariage homosexuel, sauf que, encore une fois, chaque État ayant l'autonomie et sa justice indépendante,
la justice et la Cour suprême de l'État a confirmé que non, votre mariage n'est pas reconnu dans l'État. Alors, je vais donner un autre exemple que j'avais déjà donné dans d'autres vidéos, mais pour ceux qui découvrent cette chaîne et qui n'ont peut-être pas vu ces vidéos, je vais vous réexpliquer un peu ce problème qu'il y a de différence de législation d'un État à un autre. Par exemple, ici en Caroline du Nord, alors là vous me voyez, je conduis. En Caroline du Nord, par exemple, les motards, le casque est obligatoire. En revanche, si nous traversons la frontière et allons en Caroline du Sud, le casque pour les motards n'est pas obligatoire. Il est recommandé, mais pas obligatoire. En Caroline du Nord, vous pouvez aller dans un supermarché, dans un hypermarché, vous ne trouverez pas d'alcool fort. Vous trouverez à la rigueur de la bière, mais de la bière à très faible teneur d'alcool. Vous pourrez trouver du vin à très faible teneur d'alcool, du champagne, et encore je ne suis pas sûr le champagne. Je crois que non. Je crois qu'on ne peut pas trouver de champagne dans les supermarchés. Si vous voulez acheter de l'alcool fort, vous êtes obligé d'aller dans les ABC, les Alcohol Beverage Company, qui est la seule compagnie officielle en Caroline du Nord à vendre de l'alcool fort, parce que c'est un moyen pour l'État de récolter et d'assurer la récolte des taxes sur les alcools forts. Vous traversez la frontière avec la Caroline du Sud. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin, vous faites 1 ou 2 miles et vous avez une multitude de boutiques d'alcool où non seulement l'alcool est beaucoup moins cher que dans les ABC de Caroline du Nord, et normalement, il y a une loi qui nous interdit de revenir en Caroline du Nord en ayant acheté des alcools forts en Caroline du Sud. Mais vous comprendrez que les flics ont autre chose à foutre que de contrôler tous les Caroliniens nordiques qui rentrent en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, depuis la Caroline du Sud, très clairement qui ont été acheter de l'alcool en Caroline du Sud. Un autre exemple que je vous donne comme ça, j'avais déjà donné, mais celui-là aussi, il est très cocasse, parce qu'il est très à l'image de l'influence, parfois conservatrice, religieuse, un peu bigote, qu'il peut y avoir dans certains États. En Caroline du Nord, lorsque vous prenez une chambre d'hôtel, vous pouvez demander une chambre lit double. Si vous allez en Caroline du Sud, alors, il y a quelques chaînes d'hôtels qui ont réussi à avoir des exceptions, mais la loi, c'est tous les hôtels n'offrent uniquement que des lits simples, c'est-à-dire une chambre double, mais avec 2 lits séparés. Ce qui est assez cocasse parce qu'il y a certains hôtels où vous avez donc 2 lits, mais c'est 2 lits genre queen size. C'est-à-dire qu'à la limite, ce sont des lits doubles, mais il y en a 2. C'est un moyen comme ça pour ces hôtels qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir une dérogation, de pouvoir passer en dessous la loi. C'est-à-dire qu'il y a bien un lit double dans la chambre, mais sauf qu'au lieu d'en avoir un, parce que c'est pas légal, ils en mettent 2. Ce qui est idiot. Pareil au niveau du code de la route, par exemple, au niveau des automobiles. En Caroline du Nord, par exemple, vous n'avez pas le droit de circuler si vous n'avez pas de pare-choc avant. Si vous avez perdu votre pare-choc avant, normalement, vous n'êtes pas censé être autorisé à circuler sur les routes de Caroline du Nord. En revanche, vous traversez la frontière avec la Caroline du Sud. La Caroline du Sud n'a absolument aucune loi qui lui. Vous avez des lois, par exemple, beaucoup plus restrictives sur les contrôles techniques dans certains États, comparativement à d'autres. Parce que d'autres États estiment que si on est trop sévère sur les contrôles techniques, au niveau des véhicules, le problème, c'est qu'on risque de provoquer
des difficultés sociales chez certains Américains qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir faire des réparations par rapport aux différents critères des contrôles techniques, etc. Donc il y a un certain laxisme qui est autorisé dans certains États comparativement à d'autres. Et parfois ça peut même changer au sein même de l'État. Je vous ai parlé de l'alcool. Vous avez par exemple, je rappelle, vous avez les États, et dans les États, vous avez les comtés. Eh bien, il suffit qu'il y ait une loi, par exemple, Caroline du Nord, qui interdit la vente d'alcool dans les supérettes, les supermarchés, etc. Eh bien, sachez qu'il y a des comtés qui ont voté leur propre décret qui autorise la vente d'alcool fort dans des petites supérettes. Alors évidemment, c'est pas des comtés où il y a des grandes villes, c'est généralement des comtés où il y a vraiment des petites bourgades, etc. Ça peut être par exemple un combini d'une station où vous allez trouver de la vodka, du whisky, etc. Parce que le comté, lui, a voté un décret qui autorise la vente d'alcool fort parce que ils n'ont pas suffisamment d'habitants, c'est pas viable commercialement de construire un ABC dans ce comté. Donc permettre aux Américains qui habitent dans ce comté de pouvoir acheter de l'alcool fort, eh bien ils votent des décrets qui vont complètement à l'encontre de la loi d'État. Alors voilà, c'est les exemples que j'ai déjà donnés, que je donne assez régulièrement pour vraiment expliquer comment fonctionne le système législatif aux États-Unis. C'est que finalement, là où dans un État vous avez des droits, ça ne veut pas dire que ces droits, vous les avez dans d'autres États. À titre d'exemple, en Caroline du Nord, si vous êtes français et que vous passez par exemple, alors je ne sais plus dans quelles conditions c'est, peut-être que ça a changé par contre, mais moi en 2012 quand je suis arrivé, c'est ce qu'on m'avait expliqué, c'est que si vous venez aux États-Unis en Caroline du Nord, enfin dans les autres États, je ne sais pas trop, mais en ce qui concerne la Caroline du Nord, c'était vraiment une spécificité assez particulière. En Caroline du Nord, je pouvais conduire une voiture avec mon permis de conduire français. C'est-à-dire pas avec un permis international, un permis de conduire français. En revanche, dans quasiment 80 ou 90% des autres États, vous pouvez conduire, mais uniquement avec un permis international. Même si vous louez une voiture, c'est pour ça souvent quand je dis, si vous venez aux États-Unis, si vous voulez louer une voiture, surtout n'oubliez pas de vous payer une validation de votre permis français en permis international. Parce que ça coûte pas cher, puis en plus comme ça c'est pratique parce que quand vous voyagez, au moins vous avez un permis international qui vous permet de louer une voiture, même en tant que touriste, dans le pays dans lequel vous êtes. Donc vous voyez, donc chaque État, finalement, parfois sur certains domaines ont des lois. Alors, il y a des lois en effet fédérales qui sont applicables dans tous les États. Comme des fois, vous avez des lois, vous avez des changements de lois, vous avez des lois différentes, vous avez des lois plus restrictives, plus souples, selon les États où vous êtes. À titre d'exemple, vous avez des États, par exemple, vous avez en Alabama ou Mississippi, non, je crois que c'est Mississippi. Dans le Mississippi, vous avez des comtés, par exemple, qui ont encore des vieilles lois qui datent du 19e siècle, qui interdit la mixité dans les écoles primaires. C'est-à-dire que dans les écoles primaires, on n'a pas le droit de mélanger les blancs et les noirs. Il doit y avoir des écoles primaires pour les noirs et des écoles primaires pour les blancs. Alors je dis bien certains comtés, pas l'ensemble de l'État. Les États, même les plus conservateurs, essaient quand même de progresser un peu dans les mentalités, dans les mœurs, etc.
Mais il y a encore des comtés qui sont vraiment des comtés purs et durs, vraiment très radicales, des comtés à l'image du Tea Party, par exemple, hein, de l'idéologie Tea Party, et qui gardent des lois qui ont plus de 100 ans, qui sont complètement anachroniques avec la société américaine d'une manière générale, mais qui malheureusement parfois sont des pièges pour les Américains eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas que ces lois existent dans un comté ou dans un État. Donc, c'est pour ça que, d'une manière générale, je l'avais déjà expliqué d'ailleurs, si vous venez aux États-Unis, si vous décidez de faire un road trip, faites très attention. Parce que si jamais, par exemple, vous traversez un comté et que vous vous faites arrêter et vous prenez une amende pour un excès de vitesse, l'officier peut très bien vous faire payer l'amende tout de suite, comme il peut très bien, pour vous faire chier, vous dire « Ah ben non, je ne vais pas vous donner d'amende, par contre, je vous donne une convocation devant le tribunal qui statuera de l'amende à laquelle vous devrez vous soumettre. » Sauf que se présenter devant un juge, ça peut être dans quelques jours, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois. Sauf que vous êtes dans un road trip. C'est-à-dire que vous êtes bloqué. Soit vous devez rester dans le comté le temps d'avoir votre convocation devant le tribunal, soit vous continuez votre trip, mais en sachant qu'il va falloir que vous reveniez pour passer devant le tribunal. Si jamais vous avez le malheur de dire « Ouais, je m'en fous, de toute façon, moi je me casse », attention, parce que les fichiers, eux, à la douane, ils vont pas mentir. Si vous passez à la douane, passe votre passeport, il veut très bien déclencher une alerte comme quoi vous devez vous présenter devant un tribunal pour un excès de vitesse, et là, vous ne pourrez pas sortir du pays. Quitte même, si vous tombez vraiment sur des gros enculés, ils peuvent très bien vous arrêter. Vous arrêtez, pourquoi ? Parce que vous êtes soumis à une procédure judiciaire à laquelle vous voulez échapper. Et ça pardonne pas. Donc, c'est pour ça que souvent, faites attention, respectez, ou enfin, du moins, conduisez à la même allure que tout le monde. Voilà, ne faites pas d'excès de vitesse ou d'excès de vitesse trop excessif par rapport à la fluidité de la circulation, parce que ça serait dommage quand même que donc voilà, je pense que c'est important de savoir comment fonctionne la loi aux États-Unis. Et d'ailleurs, les Américains eux-mêmes, quand les Américains voyagent, eux-mêmes sont pris au piège. Parfois, sont même les victimes de cette particularité du fonctionnement de la justice américaine, des lois américaines, c'est-à-dire qu'une loi peut très bien avoir son contraire selon dans quel état vous vous trouvez. On vous explique que vous avez le droit de ceci, mais finalement, si vous traversez un état ou si vous allez dans un état et que vous ne vous renseignez pas si ce droit que vous avez est toujours valide dans l'état dans lequel vous êtes, le jour où vous faites choper, le jour où vous croyez faire valoir votre droit, tout d'un coup on vous dit non, ici dans l'état, on ne reconnaît pas. Alors, ça, d'une manière générale, attention, dans la vie courante, peu importe, ça se passe bien si vous voulez. Mais des fois, ça peut vous tomber dessus sans crier gare et vous dire merde, si j'avais su. Même des fois, moi-même avec ma femme, si on décide d'aller dans certains états, etc., on essaie de savoir, on essaie de comprendre, ne serait-ce que par exemple pour des chiens. Vous avez des états, vous avez des comtés où vous pouvez vous balader avec votre chien sans laisse. Comme vous avez des endroits où la laisse est obligatoire. Nous, par exemple, ici en Caroline du Nord, il est interdit de se balader dans l'espace public avec un chien sans laisse. Le chien doit obligatoirement être en laisse ou porté dans des bras. Mais il faut le savoir.
Si vous êtes étranger, vous venez avec votre chien, puis vous laissez votre chien en disant oui, de toute façon mon chien est bien dressé, il obéit au doigt et à l'œil, etc. Mais non, ils s'en foutent ici. La loi, c'est chien avec laisse. Point. Donc voilà, je pense que c'était important de vous... pour ceux qui découvrent, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que ça, ce genre de détails, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans certaines vidéos. Donc c'est pour ça que quand j'entends souvent en France des gens parler de oui, ils veulent construire les États-Unis d'Europe, etc. Non, ils ne veulent pas construire les États-Unis d'Europe. Ils veulent construire un fédéralisme beaucoup plus absolu dans le pouvoir, beaucoup plus imposé, beaucoup plus restrictif que ce que nous vivons ici dans le système américain. Suivant vos idéologies, suivant vos idées, vos opinions, vos préférences politiques, votre culture, eh bien, il y a certains États qui sont beaucoup plus propices à vous permettre de vivre selon vos convictions que d'autres. Si vous êtes un ultra-religieux, il est évident que si vous allez en Californie, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de vivre. Parce que la Californie, de réputation, est un État très progressiste. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des comtés en Californie où il fait bon vivre quand on est un fervent catholique ou un fervent protestant qu'on veut respecter, etc. Je vous ai fait une vidéo sur les Amish. En Pennsylvanie, les Amish ont des statuts sur lesquels les États de Pennsylvanie, Ohio, Idaho, il existe des lois qui protègent ou qui permettent aux Amish d'avoir certains droits de vivre comme ils veulent, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec la pandémie, avec le Covid. Les lois protégeaient les Amish contre l'obligation vaccinale. Parce que ça allait à l'encontre de leurs convictions, de leur style de vie, de leurs traditions, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'il y a certains qui ont étudié un petit peu les Amish, ou certaines communautés d'Amish, après la pandémie, et ils se sont rendus compte que même s'il y a eu des contaminations au sein de la communauté des Amish, ils n'ont quasiment pas eu de Covid grave, et il n'y a quasiment pas eu de décès. Alors, pareil, attention, c'est des communautés qui sont relativement fermées, mais ils ont quand même des contacts avec l'extérieur. Ils vont dans les petites villes, dans les petites bourgades qui ne sont pas très loin, etc. Donc, ils ont été contaminés certainement, mais apparemment, leur style de vie, leur santé est ce qu'elle est, et leur a permis de résister beaucoup plus au Covid. Donc voilà pour cette spécificité. On se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos sur les États-Unis. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets concernant justement ce pays, eh bien n'hésitez pas. Posez vos questions et d'ici là qu'on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien.